C'est bon, ça marche. J'aimerais vous remercier pour cette invitation. C'était en juillet dernier que j'ai rencontré l'ETNA au cours d'un stage de terrain organisé par l'École normale supérieure et que j'ai éprouvé son potentiel d'émerveillement. Mais au-delà d'être un objet de séduction, l'ETNA est aussi un objet d'étude qui a été étudié à de nombreuses occasions, notamment au XIXe siècle. Et j'aimerais vous présenter un scientifique en particulier qui s'appelait Ferdinand Fouquet. Né en 1828 à Mortain, dans la Manche, dans une famille de la petite bourgeoisie, son parcours ne fut pas linéaire. Comme le disait Charles Barrois, ami et biographe, Fouquet était décidé à servir sa patrie. Cependant, il la servirait en allant au feu, mais pas comme il l'entendait, en engageant une carrière militaire. Ses missions, ses campagnes, devaient s'appeler Santorin, l'Etna, Tercera. Les bombes qui l'attendaient étaient celles des volcans, et le feu qu'il devait essuyer était celui qui ne s'éteint jamais. Ferdinand Fouquet présente le concours de l'École normale supérieure en 1849 avec succès, et de là, il entreprend une carrière scientifique s'intéressant à la chimie, à la physique, à la géologie et obtenant un doctorat en médecine en 1858. Et en 1861, Henri Sainte-Claire de Ville, professeur à l'École normale supérieure, lui propose d'accompagner comme aide volontaire son frère, le scientifique Charles Sainte-Claire de Ville, pour mener une campagne au Vésuve. C'est là que Fouquet découvre la volcanologie, qui sera sa passion, s'intéressant en particulier à la composition chimique des fumerolles et aux émanations volcaniques plus largement. Ferdinand Fouquet accepta cette offre d'autant plus que Marie Lecoeur, nouvellement Madame Fouquet, avait pu participer à cette mission. Et c'est à partir de ce moment que Charles Sainte-Claire de Ville prend Fouquet sous son aile. Ainsi, en 1865, lorsqu'une éruption de l'Etna se manifeste entre le 29 et le 31 janvier, un peu au-dessus de Jarret, et que l'Académie des sciences souhaite envoyer un scientifique sur le terrain, c'est De Ville, qui est alors un homme influent, élu président à la Société géologique de France en 1861, qui fait tout ce qu'il peut pour que ce soit Fouquet qui soit renvoyé en mission. Ainsi, dès le 21 février, Fouquet débarque à Messine, accompagné par le photographe Paul Berthier et par Asseline, l'assistant de ce dernier. Et pour Fouquet, c'est l'occasion de faire ses preuves. Ce baptême du feu peut être un tremplin pour sa carrière. Avant d'aller plus loin, il m'a semblé pertinent, ici, on peut voir, comme l'avait montré Aldo Musumara un peu plus tôt, les différents membres de l'expédition au niveau de la hutte que mentionnait Ferdinand Fouquet dans son carnet. Et à partir de là, j'aimerais, avant d'aller plus loin, préciser qu'il m'a semblé pertinent de rappeler le cadre dans lequel Ferdinand Fouquet réalisait ses études. En effet, il était chimiste de formation avant d'être géologue. Et son intérêt pour l'étude des gaz volcaniques lui avait été transmis par De Ville. Et ce n'est pas anodin, car depuis les années 1850, la volcanologie en tant que discipline s'est précisée tant dans sa méthode que dans ses centres d'intérêt. C'est Constant Prévost, illustre fondateur de la Société géologique de France, qui, devant l'Académie en 1852, décrivait le mieux ce renouvellement. Pour Prévost, en effet, lui qui s'était rendu sur l'Etna en 1831, quelques décennies auparavant, en l'absence de connaissances et en l'absence d'expériences précises et nombreuses du point de vue de la physique et de la chimie, les géologues exclusivement observateurs seraient toujours arrêtés dans l'explication théorique des effets volcaniques les plus consciencieusement observés. Ainsi, Fouquet correspond à ce modèle du jeune physicien et chimiste bien au courant de la science actuelle et familiarisé avec les expériences. Je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet et au cours de mes pérégrinations, j'ai pu mettre au jour différentes strates d'archives à propos de l'expédition de 1865 qui est, à mes yeux, un cas d'école pour comprendre comment est-ce qu'on étudiait les volcans dans la seconde moitié du XIXe siècle. J'ai eu accès à des lettres officielles adressées par Fouquet à l'Académie des sciences, lettres qui permettaient de rendre compte de sa mission, mais également à une correspondance avec sa femme, Marie, qui était restée sur Paris. Et également, j'ai mis la main sur ce carnet de Ferdinand Fouquet qui se trouve aux archives de l'Académie des sciences et qui est un objet, un artefact étonnant pour comprendre justement comment concrètement se déroulait la mission. Dans le cadre de la présentation, comme nous n'avons que 15 minutes, je décidais justement de construire ma présentation à partir de ce carnet pour vous expliciter concrètement les manières dont il peut expliciter la démarche du savant. Ce carnet, qui par son format à peu près 16 par 24 cm, pouvait tenir dans une poche et que Fouquet emportait partout avec lui. Ce carnet présente un mélange disparate constitué au jour le jour d'anecdotes, de mesures et avant tout de schémas. Nous devons à l'historienne Marie-Noëlle Bourguet et à son analyse des carnets de Humboldt en Italie un cadre méthodologique
qui invite à considérer ce carnet pour ce qu'il a été en son temps, c'est-à-dire un objet matériel, un objet qui résulte d'une pratique, celle de prendre des notes. Un objet qui était avant tout pour le savant. Ce n'était pas un objet qui était destiné à être publié ou à être montré. Cet objet, donc, résulte d'un travail en train de se faire à tâtons, et il est une synthèse entre cet ensemble de mesures et de schémas qui étaient pris sur le vif et esquissés sur le terrain dans des conditions qui étaient parfois très rudes. Il correspond à une triple démarche: extraire, décrire et comparer. Dès la première page de ce carnet que je vous présente à gauche ici, on voit que Fouquet ne prend pas de gants en fin de compte. Il n'y a aucune phrase de contexte. Il démarre directement par une série de mesures, d'observations. Ici, on peut le voir, il décrit une fumerole alcaline qui se trouve près d'une coulée, d'une petite coulée, et dont la température était de 240 degrés. C'est un peu son procédé opératoire lorsqu'il était sur le terrain. Cette fumerole alcaline, donc. Et à propos de celle-ci, il note les réactions à différents composés chimiques, comme l'acétate de plomb, qui lui permettait, du point de vue de la chimie, donc, de déterminer la nature des gaz émis pour pouvoir la caractériser d'alcaline, selon la classification de son maître de Charles Sinclair de Ville. Sur cette page, on voit aussi, entre autres, que chaque jour, il avait mesuré depuis le même endroit la Casa di Nicotra, près de la coulée, tout juste refroidie, les 24, 25 ou encore 26 février, la mesure de la pression atmosphérique, qui était de 685, 684, 681 mm de mercure, ces mesures qui lui permettaient de calibrer ces instruments. Aussi, notons en bas de cette page une division qui a été posée par Fouquet et qui atteste de la nature aussi de brouillon de ce carnet. C'était vraiment quelque chose qui lui permettait de poser ses réflexions, ses mesures et de poser et d'ancrer sa pensée. Ces pages, donc, excusez-moi, je voudrais aussi partir d'un certain nombre de pages, donc, d'un certain nombre de ces pages pour décrire ces démarches. Notons que ces mesures qu'il avait réalisées de pression atmosphérique avaient été permises grâce à différents instruments, dont un baromètre Gay-Lussac, un baromètre à mercure, qui lui permettait des mesures assez précises. Il utilisait cependant également un baromètre métallique, un instrument grossier quand on le compare à son autre baromètre. C'est ce que disait Fouquet, mais cependant bien utile lorsqu'il s'agissait de mesurer la pression atmosphérique dans les points d'accès les plus difficiles, comme au milieu d'un courant de lave, par exemple, où on n'aurait pas pu transporter un tel matériel sans risque. Il comparait fréquemment les deux mesures entre ces instruments pour garantir la fiabilité des résultats. Sur la page de droite, on observe des mesures relatives aux pentes des cônes parasites au secondaire qui témoignent de l'intérêt de Fouquet pour l'inclinaison du terrain et des couches de lave qui se solidifiaient. Pour comprendre cela, il faut remonter dans les années 1830 et aux travaux d'Élie de Beaumont, qui avait polarisé une grande partie de la communauté scientifique autour de la théorie de Von Busch, qui décrivait la formation des structures géologiques comme étant la résultante d'une force de soulèvement, ce qui s'opposait à une autre thèse, prônée notamment par Constant Prévost, qui expliquait la formation des cônes et des structures par l'accumulation successive de couches de lave. Fouquet, il faut, à partir de sa correspondance, à partir d'anecdotes de sa biographie que l'on peut retrouver, n'était plus convaincu par la théorie de son maître, Élie de Beaumont, et aussi celle qui était partagée par Charles Sinclair de Ville, en raison des observations qu'il a pu réaliser ici, à partir des mesures qu'il avait entreprises. Et le gendre de Fouquet, Alfred Lacroix, quelques années plus tard, nous raconte que Fouquet avait été questionné par Élie de Beaumont à son retour à Paris. Ce dernier lui demandait à quelle pente maxima il avait vu couler les laves et à quelle pente elles s'étaient solidifiées pour former des couches. Et encore une fois, Lacroix nous explique que Fouquet était bien embêté de répondre car ses observations contredisaient celles d'Élie de Beaumont, qui alors avait une grande renommée à Paris, à l'Académie des sciences. Ceci pour rappeler qu'étudier l'ETNA, c'est s'inscrire dans une certaine généalogie de scientifiques et c'est indirectement devoir prendre position dans un réseau d'interprétation préexistant et soumis à des rapports de force. Certaines des mesures, donc, comme ici,
on peut le voir en détail, témoigne de ces mesures d'angle que Fouquet réalisait à partir notamment d'axes comme le Monte Frumento, qui était un des éléments marqueurs du paysage du théâtre de l'éruption de 1865. Ici, ces pages ont été écrites les 2 et 3 mars. Le temps était catastrophique. Au-delà de la simple annotation d'une température à 3 degrés Celsius à 6 heures du matin que nous fournit le carnet, il faut passer par la correspondance avec sa femme pour comprendre la réalité de cette étude. Il écrivait depuis Jarret le 26 février, au moment où nous allions ainsi nous engager sur la lave, la neige s'est mise à tomber avec fureur. Les études sont beaucoup plus difficiles que Vésuve à cause de l'affreux climat que nous avons et surtout de l'étendue à parcourir pour voir quelque chose. Ainsi, les lignes dans le carnet fournissent une perception abstraite de ce que signifie l'Etna, et c'est par le biais d'autres sources que l'on peut reconstituer aussi le millefeuille de l'expérience vécue. Ces pages sont aussi l'occasion de prêter attention à la temporalité de l'écriture. Ici, on remarque donc des écritures au crayon de papier, réalisées sur le terrain en même temps que les mesures étaient prises, mais également des annotations à la plume qui témoignent d'une relecture, d'un retour de Fouquet sur ses notes durant sa mission. Parmi ces annotations, on peut lire comme en haut à droite ici, qu'il avait été sur la coulée occidentale sur le front occidental de la coulée avec Antonio Racite, qui était un de ses guides et porteurs qui accompagnaient les savants durant leur mission, qui a accompagné donc Fouquet et puis Silvestri, mais également Berthier et Asseline, qui s'occupaient de la partie photographique de l'expédition. C'était l'un de ces travailleurs de l'ombre, porteurs et guides, qui œuvrent en coulisses de la science pour assurer son bon déroulement logistique. Ils étaient 3 avec Salvatore aussi, et également le jeune Michel d'à peine 18 ans. Et il ne faudrait pas oublier de rappeler l'apport considérable de Marie, sa femme, la femme de Fouquet, qui avait été un soutien moral indéfectible pour le savant et qui était également un relais précieux à Paris pour communiquer directement avec l'Académie des sciences par l'intermédiaire de Charles Sinclair de Ville, mais également pour lui envoyer du matériel lorsque c'était nécessaire sur le terrain, lorsqu'un instrument était cassé, par exemple. Aussi, voyez en bas à gauche, ici, la mention photo, point d'où a été prise la photo du Monte Frumento avec des indications de mesure, de température. Ces indications renvoient aux photographies de Berthier, que vous avez pu voir sûrement dans l'exposition. Cette photographie, donc, qui a été réalisée sur une plaque en verre au collodion humide et qui était propre à satisfaire l'exigence de précision du savant. Le fait que Fouquet note l'existence de cette photographie dans son carnet avec des mesures, c'est une manière de la référencer à la mesure d'un échantillon de roche qu'on aurait prélevé, dont on aurait indiqué la provenance. Et cela nous indique que ces photographies sont un prolongement de ses recherches, de ses schémas aussi, qu'il avait pu réaliser dans son carnet. À l'égard de cette photographie, j'aimerais simplement attirer votre attention sur le fait que, contrairement à un panorama qui est une vue de loin, comme ce qu'on peut voir à droite ici, qui est aussi une photographie de Berthier, il y a quand même un changement avec la mise en nouvelle forme de représentation du parcours de l'espace volcanique qui relève d'une forme d'immersion. Le volcan n'est plus un objet que l'on peut embrasser du regard d'un seul coup, mais c'est un environnement dans lequel on est immergé et où le regard se perd. Et en cela, cette distinction est précieuse pour appréhender les difficultés à se saisir de l'Etna comme d'un objet scientifique qu'on pourrait circonscrire, d'où le recours au dessin permet de délimiter peut-être l'espace. Et c'est une des raisons pour lesquelles Fouquet y aurait passé beaucoup de temps. J'aimerais aussi orienter mon propos dans cette dernière partie de ma présentation sur les croquis qu'il avait pu réaliser au cours de sa mission. Voilà. Sur ce feuillet, je voudrais attirer donc votre attention sur la série de mesures à droite qui sont des mesures d'angle qui ont été prises depuis le Monte Stormello, que j'entoure ici en rouge sur la production graphique qui est en lien avec cette page dans le feuillet du carnet de Fouquet, pardonnez-moi. Et on peut remarquer que c'était un point pertinent. Il l'avait indiqué avec une petite croix noire. Cela montre que ces schémas, en fin de compte, sont une émanation des mesures. Ils sont la traduction graphique de cet ensemble de données que Fouquet pouvait collecter dans son carnet. Ainsi, ces schémas sont d'une certaine manière, relèvent d'une objectivité qui n'est pas tant le fait qu'il était sur place in situ, mais davantage qu'il s'agit d'une analyse, d'une représentation synthétique des données.
Ces mesures avaient très certainement été prises à l'aide d'un graphomètre ayant une précision au 10e près qui avait été prêté à Ferdinand Fouquet. Donc, je vous propose cet autre feuillet, surtout pour attirer votre attention sur l'effet de tridimensionnalité de ce schéma, où à gauche, on peut voir qu'il est délimité par la Serra, par le Stormello. Au fond, on voit le Monte Frumento, l'axe à partir duquel ont été, encore une fois, prises ces mesures. Et surtout, si je vous montre cette autre image, depuis le Monte Cricino, ici, on le voit avec une référence, encore une fois, de la part de Fouquet, c'est que d'une certaine manière, de schéma en schéma, on tourne tout autour du théâtre de l'éruption et on cherche peu à peu, en fin de compte, à le circonscrire par toutes ses facettes. Ferdinand Fouquet avait également réalisé des focus dans son carnet, comme ici autour des fumerolles, qui constituaient l'un des objets privilégiés auxquels il s'intéressait sur l'Etna dans sa mission, distinguant les fumerolles alcalines, sulfureuses, aqueuses. Ces fumerolles, donc, il les analysait avec l'idée de mettre à jour des lois spatiales. Aussi, je vous propose une mise en avant d'une association entre donc, des numéros de fumerolles, les fumerolles ici représentées sur le graphique. Elles étaient donc numérotées, référencées, et à chacune étaient associées des informations de température, de composition aussi, ce qui montre d'une certaine manière que l'observation que réalisait Fouquet par les mesures est on ne peut pas la séparer de sa représentation graphique. En tout cas, le schéma témoigne de cette co-construction du savoir entre l'iconographie et les données prises sur le terrain. Ici, j'avais fait un petit zoom pour que vous voyez bien justement cette idée d'ancrer les données dans une représentation graphique spatiale. Dans cette avant-dernière diapositive, je voulais vous présenter le schéma de Fouquet où il vient nommer les cratères. Cette démarche est d'une certaine manière une manière d'inscrire ces cratères dans un système cohérent fait de papier et de mesures. Il n'y a plus rien d'icône menaçant en fin de compte. Ici, comme on peut le voir, c'est une vue qui est épurée, rien des fumées, rien des pierres projetées à chaque détonation. Ici, la silhouette des nouveaux cratères est à penser comme une déréalisation qui serait peut-être la seule manière de pouvoir disséquer au sens métaphorique ces cônes qu'il étudiait. Le fait, je vous ai montré aussi en bas à droite une reprise de ce schéma qui témoigne d'une continuité entre le carnet de Fouquet et la restitution scientifique qu'il fournissait à Paris. Ce document étant extrait donc de son rapport publié en 1866. Et vraisemblablement, représenter de manière cartographique l'Etna et le théâtre de l'éruption, c'est un des objectifs qui tenait à cœur à Ferdinand Fouquet. Le lien est direct entre cette dernière page que je vais vous montrer du carnet, la page 85, qui est également accompagnée d'une série de mesures, et un schéma qui ici est publié par Silvestri dans un de ses ouvrages, ce qui témoigne de la collaboration entre les deux savants. Ici, on peut bien voir qu'il y a une reprise directe de la cartographie, mais surtout, il y a une citation dans la correspondance de Fouquet à sa femme qui est très éclairante. Il écrivait en avril « Je me suis mis à faire le plan de l'éruption. Un ingénieur du chemin de fer m'a prêté des instruments de géodésie. Je vais faire une carte qui répondra amplement par la simple vue à ceux qui disent que l'éruption est insignifiante. J'ai mesuré exactement la hauteur des cônes et suis monté au Frumento. » Cartographier le théâtre de l'éruption à partir des mesures géodésiques était donc pour Fouquet la meilleure manière de rendre compte de l'éruption pour ceux qui, depuis Paris, ne pouvaient se rendre compte de ce qu'elle avait été. Je terminerai cette présentation en insistant sur l'importance de ce basculement d'une vue de face vers une vue de surplomb qui, en un sens, est la seule manière de pouvoir délimiter l'espace dans un environnement qui dépasse, qui ose s'y rendre et qui c'est ce qui permet, en fin de compte, à Fouquet d'élire une portion de l'Etna en tant qu'objet scientifique. En effet, Ferdinand Fouquet a fait de l'éruption réelle une éruption de papier, à même d'être étudiée, et de son carnet à ses publications, d'être écrite et d'être décrite. Merci et merci pour cette analyse minutieuse du carnet de Fouquet.
Alors, je vais me permettre d'ajouter une toute petite chose pour montrer à quel point Fouquet ne négligeait rien et écrivait tout. Alors, dans ce même carnet, à la date du 7 mars, on lit Catane, chambre au second étage de l'hôtel de la Couronne, pression 750,8 mm de mercure, sans doute, et température 15 degrés C à 5 heures. Alors, même à la chambre d'hôtel, il notait tout. Y a-t-il quelques questions? Oui. Bonjour, je m'appelle Marie, je suis étudiante en philosophie à l'ENS et je vais prendre part à l'expédition Etna en avril. Merci pour cet exposé très riche et à juste titre, tu as mentionné l'importance de Marie Fouquet. Est-ce que elle a eu l'occasion d'accompagner Ferdinand dans ses expéditions, donc directement sur le terrain, ou alors à l'époque, les volcans, c'était le domaine réservé aux hommes? Alors, si on se base du point de vue de la littérature générale à cette époque, les femmes n'étaient pas admises. Il y a même des récits de voyage qui montrent que c'était même malvenu d'émettre cette simple hypothèse. Mais dans les faits, Marie Lecœur, donc Marie Fouquet, avait accompagné Ferdinand Fouquet et Charles Sinclair de Ville sur le Vésuve en 1861, pendant les 2 mois qu'avait duré l'expédition à Naples. Cependant, lors de l'éruption de 1865, Ferdinand Fouquet et elle ont eu des enfants qui avaient à peine 2-3 ans. Elle-même était enceinte et elle n'était pas donc en mesure de pouvoir se rendre sur le terrain à ce moment-là. Cependant, d'une certaine manière, c'était compensé par sa participation à la mission de son mari est évidente à travers la correspondance où on voit il y a des passages où il lui fournit toute une liste de ce dont il a besoin. Il lui explique, est-ce que tu pourrais aller me chercher telle bougie de tel diamètre chez telle personne? J'en aurais besoin le plus vite possible. Il lui demande un instrument pour mesurer le taux de sulfure au niveau des émanations de gaz qui se trouve au Collège de France à ce moment-là. Et donc, cela montre d'une certaine manière qu'elle était aussi intégrée dans les réseaux scientifiques et qu'elle savait de quoi son mari parlait. Toujours sur la participation des tierces personnes, aujourd'hui on a eu toute une journée de présentation, beaucoup avec des noms de personnes identifiées, et ces expéditions elles se font toujours finalement en groupe, et donc je voulais savoir quelle était, au travers toi du coup de la lecture approfondie du parcours d'une personne, quelle place il accorde à sa collaboration peut-être avec les locaux, quelle relation il a avec, on a évoqué la figure du guide, mais il y a, j'imagine, aussi d'autres personnes, peut-être des informateurs et des informatrices, voilà, tout un tas d'autres gens qui gravitent tout autour. Est-ce que tu pourrais peut-être en parler? Quelle relation il envisage? Comment est-ce qu'il collabore avec toutes ces personnes? Alors oui, je vais pouvoir vous en parler, surtout en me basant sur la correspondance de Fouquet avec sa femme, qui était donc une correspondance au jour le jour et où il donnait énormément de détails. Parce que en ce qui concerne les publications officielles, en ce qui concerne son carnet de terrain, il y a très peu de mentions de ces petites mains, en fin de compte, de ces figures invisibles qui œuvrent dans les coulisses de la science, pour reprendre l'expression de Françoise Vaquet, qui est une historienne qui s'est intéressée justement à ces figures invisibles qui participent de manière évidente au travail des savants. Dans la correspondance, Fouquet précise donc qu'il y avait 3 de ces 3 porteurs et guides, donc Antonio Racite, qui était l'un des premiers Siciliens qu'il a rencontré à son arrivée en Sicile, et qui lui avait permis donc de trouver un hébergement et qui s'occupait aussi de toute la question logistique de la nourriture. Il y a des passages assez étonnants où il décrit que tous les matins, Antonio Racite descendait à Giare et leur remontait du salami, de la viande, du vin. Et donc, c'était une manière aussi pour Fouquet de ne pas avoir besoin de redescendre chaque jour, de faire les allers-retours. Justement, quand il logeait dans la hutte, que je vous ai montré au tout début de la présentation. Aussi, il avait rencontré d'autres personnes. Je pense à un jeune Mauriziano qui était un voyageur de Catane, environ 18 ans. Il était avec un groupe d'amis
Et Fouquet les a rencontrés, je crois que c'était le 24 février, donc tout juste après son arrivée en Sicile. Et c'est lui qui avait aidé Fouquet, qui ne parlait pas très bien italien, à se démêler d'une affaire insoluble où le cocher et une personne qui proposait de les héberger essayaient de les escroquer concrètement. Et c'est ce jeune Moriziano qui les avait ensuite conduits jusqu'à Giare. Et de là, il avait rencontré donc Salvatore, il avait rencontré Antonio Racite. Et c'est aussi, alors on peut le comprendre comme ça, ce jeune Moriziano qui aurait présenté donc Fouquet au recteur de l'Académie de Catane et qui aurait aussi contribué à la rencontre avec Orazio Silvestri. Il y aura aussi tous les préfets des différentes villes où s'est rendu Ferdinand Fouquet, que ce soit à Catane, à Messine, à Syracuse, donc les préfets, mais aussi le vice-consul de France, Longobardo, à Catane, qui avait contribué à faciliter, en fin de compte, la circulation de Fouquet en Sicile, parce que, rappelons-le, nous sommes en 1865, nous sommes à peine 5 ans après les batailles qu'avait menées Garibaldi, et donc l'unification italienne, et il y avait une certaine instabilité tout de même encore en Sicile, des brigands, de grands chemins. Il fallait faire très attention. Souvent, Fouquet était accompagné par des gendarmes lorsqu'il se rendait plus loin, on va dire, que l'Etna, lors de son voyage qu'il a mené de Syracuse jusqu'à Palerme avant de revenir par Messine. Et il y avait donc beaucoup d'intermédiaires en fin de compte, ou encore lorsqu'à Palerme, il y avait un professeur de chimie qui avait rencontré donc, Fouquet, et c'est par l'intermédiaire de ce professeur de chimie que Fouquet avait eu les retours des comptes rendus de l'Académie des sciences, où Charles Sinclair de Ville, depuis Paris, avait commenté les lettres, on va dire, officielles qu'envoyait régulièrement Fouquet jusqu'à Paris. Donc, il y avait des rencontres assez régulièrement, et c'est d'ailleurs un des apprentis de ce professeur de chimie qui avait réparé la cloche de verre de Fouquet, qui avait été brisée lors du voyage, et c'est ce qui lui avait permis de continuer ses observations des émanations gazeuses. Voilà, c'est un petit panorama, mais il y a effectivement énormément de figures qui gravitent autour de Fouquet, comme même aussi, ne serait-ce que pour se faire prêter le matériel, les instruments, ce dont parlait Aldo Musumara un peu plus tôt avec le graphomètre. Oui, tu nous as dit que le jeune Fouquet, son retour, avait fait des observations qui contredisaient celles du vieux ponte là, du Collège de France, Élie de Beaumont, que ça lui a fait peur pour sa carrière. Mais est-ce que tu pourrais nous raconter la suite? Alors, en essayant de ne pas étendre trop, c'est donc Alfred Lacroix qui rapporte ces faits, parce qu'il y a une autobiographie qui avait été écrite par Fouquet de sa propre main, mais c'est un document qui n'est plus accessible, qui a été vendu et qui est dans des collections privées. Cependant, donc, par Alfred Lacroix, on peut accéder à certaines bribes. Donc, lorsque Fouquet est rentré de Catane, on est à peu près en juillet, donc, Élie de Beaumont vient lui demander sous quelle pente maxima il a vu la lave se solidifier en lit continu. Fouquet a donc des observations qui le contredisent. Et lorsqu'ils se sont rencontrés, et donc à cette occasion-là, Léonce Élie de Beaumont l'a clairement congédié. C'est ce que décrit Lacroix. Fouquet était complètement paniqué, lui qui pensait justement débuter sa carrière, et il avait l'impression que tout allait se terminer en fin de compte parce qu'il contredisait le maître. Son maître, donc Élie de Beaumont, qui est présenté par Lacroix comme un seigneur qui régnait justement sans partage sur le domaine de la géologie à Paris, qui n'était pas forcément toujours commode, d'après ses descriptions. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, justement, quelques jours plus tard, Léonce Élie de Beaumont a fait parvenir un petit billet à Fouquet pour le convier à venir le rejoindre dans son bureau. Et là, il lui a dit je vais t'envoyer à Santorin, il y a une activité volcanique qui est en cours, et quand tu reviendras, n'aie crainte d'indiquer les observations que tu auras faites, quand bien même elles contrediraient des grandes figures, ou quand bien même elles me contrediraient moi. Et donc, en fin de compte, Élie de Beaumont, c'est un moment donné où il y a une certaine ambivalence dans sa réaction. Et
en même temps, on peut peut-être expliquer ceci par le fait que en 1865-66, Élie de Beaumont a une place, il a une place et une renommée à Paris. Il ne craint plus, en fin de compte, d'être remis en question. C'est peut-être aussi ce qui explique justement cet adoucissement à l'égard de Fouquet. Et donc, suite à l'expédition à Santorin en 1866, en revenant, Fouquet est unanime. La théorie des cratères de soulèvement doit être abandonnée. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, donc les jeunes, si vous faites une observation qui contredit celle d'un vieux, vous dites vraiment ce que vous avez vu, et ça va aller. Bien mettre la forme, et c'est une certaine manière. C'était juste pour parler de la figure féminine. Oui. Et je voulais savoir, parce que comme je ne sais pas sur Marie Fouquet, s'il y a eu des photographies ou des choses, mais il y a une très belle photographie de la femme de Albert Lacroix, qui est fabuleuse sur la montagne Pelée. Et c'est extraordinaire comme cliché quand même. Oui. Si je peux juste dire en 2-3 mots, à propos de ça, j'ai trouvé justement en étudiant les différentes biographies de Ferdinand Fouquet, il avait une vision assez ouverte en fin de compte de ce point de vue-là, justement, comme en témoigne le fait qu'il avait cette correspondance quotidienne. C'était vrai, en fin de compte, sa femme était sa confidente, sa première confidente, celle qui avait le plus d'informations, bien plus que les savants de l'Académie des sciences. Et Ferdinand Fouquet avait par rapport il a eu plusieurs filles et il les avait encouragées en tout cas à être ou bien émancipées en faisant leur propre carrière, leurs propres études, ou bien de pouvoir, en fin de compte, comme sa fille Catherine, justement dont vous parliez, avoir une certaine indépendance quand même dans leur ménage. Et elle avait effectivement, peut-être que c'est par rapport à cet environnement, à cette éducation, qu'elle a été plus prompte à se rendre sur le volcan de la montagne Pelée. C'est certainement dû à ça. Et c'est cette beauté de relation qu'il faut mettre en évidence, que certainement qui a été un don aussi pour Alfred Lacroix et son mariage. Mais c'était à l'époque certainement un truc de fou, quoi. Puis pour justement cette douceur, un dernier mot, c'est que Ferdinand Fouquet, dans les enveloppes où il envoyait ses lettres depuis Jarret, depuis Catane jusqu'à Paris, il y a 2 ou 3 mentions dans ces lettres où il précise « Je te joins dans cette enveloppe une violette que j'ai ramassée entre les neiges et les coulées de lave. » Donc il y a vraiment une grande tendresse qui est initiée à travers ces lettres.